Bonjour. Aujourd'hui, à Portrait de Leader, nous recevons Thomas Stewart. Thomas, bonjour. Bonjour Marc. Ce qui est particulier avec toi, Thomas, c'est que tu es passé de gestionnaire, tu étais CEO d'une compagnie, d'une PME, et tu as eu de l'expérience dans les plus grandes entreprises aussi dans le passé, puis maintenant, tu aides les entreprises à atteindre leur objectif. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, puis comment est-ce que ta transition te permet de faire ça d'une façon, je te connais, d'une façon hyper efficace? C'est de traduire mes expériences, qu'est-ce que j'ai vu sur le marché, les réalisations atteintes, non atteintes, les leçons apprises, positifs ou négatifs, les convertir en apprentissage que je peux partager avec d'autres entrepreneurs, d'autres équipes, pour les mettre en œuvre. Euh, Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que tu vois les problèmes. Quand tu es devant, je t'ai vu en action, OK? Tu es devant une salle, tu vois les problèmes, puis là, tu es capable de faire, OK, c'est ça qui ne marche pas, puis voici ce que je vous suggère de faire. C'est ce que j'entends de ton commentaire. oui, il y a beaucoup de monde qui appelle ça pattern recognition. Euh, j'ai plutôt une approche de diagnostic. Je suis quand même cartésien, mais je suis un outside of the box thinker. Je regarde l'ensemble des données, je regarde l'ensemble des enjeux et j'essaie d'extrapoler c'est quoi le root cause et comment on va l'adresser de manière le plus efficace, plus profitable, moins d'impact négatif si possible et de la manière dans laquelle ça va être mieux pris par l'équipe. Car c'est souvent la gestion de changement. Adresser des enjeux, c'est souvent de gestion de changement. Changer la réalité des gens, la réalité de l'entreprise. Pourquoi c'est difficile, la gestion de changement? Des êtres humains sont naturellement pas très bien outillés pour gérer le changement. On est des creatures of habit. On n'aime pas ça, l'inconnu. Puis il y a très peu de gens qui œuvrent bien dans l'inconnu. Les entreprises autant que les êtres humains. L'inconnu, c'est danger. Et moi, j'essaie de mettre en place une structure de gestion de changement qui facilite l'atteignage des résultats, aussi stratégique que capital humain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a le goût de changer, selon toi? Parce que quand tu m'adresses ça, je le reçois par rapport à moi. Fait que ma version de moi-même aujourd'hui, je la trouve pas pire. Puis là, tu m'annonces en groupe ou c'est en équipe, comme je t'ai vu faire. Tu me dis, tu sais, il faudrait qu'il y ait des changements. Puis si on veut atteindre le but, on n'a comme pas le choix. Là. Il faut que quelque chose change. Puis là, je me sens touché. Puis si ça me tente pas, fait que je fais non, comme ça. OK? Qu'est-ce qui fait que toi ou le président de la société va arriver à m'emmener à un autre niveau, à réfléchir à moi, puis à avoir un intérêt peut-être à changer? Là? Mais je demande souvent si le statu quo est acceptable. On vit souvent avec l'actualité, les résultats actuels. On les atteint, on les a pas atteints. Mais est-ce qu'on réfléchit à est-ce qu'on peut atteindre plus? Est-ce qu'on l'atteint de la meilleure manière, la manière la plus profitable, plus efficace, avec le plus de joie, le plus d'excitement ou excitation, le plus de satisfaction personnelle, professionnelle? J'essaie de toujours aller chercher le plus-value. J'essaie de trouver une manière de motiver les équipes, de what we call galvanizing and enabling teams. Comment d'aller chercher l'engagement. Et je pense, dans la gestion de changement et comment encourager les gens à changer, c'est d'aller chercher l'engagement de l'individu, de l'équipe, de l'entreprise et les mobiliser envers une situation où, je veux dire, une réalité future. Et ça, c'est souvent ce que j'appelle la stratégie. C'est quoi l'objectif long terme, où est-ce qu'on veut aller et comment on motive? Bien, faudrait changer. On ne va pas atteindre quelque chose d'incroyable en acceptant le statu quo. Donc, si tu arrives, si je le prends en one-on-one, si tu arrives à me convaincre que mon avenir peut être meilleur, là, tu m'ouvres, là, ça me tente. J'espère. C'est un peu ça. C'est Et ça. puis, si je le vois par rapport à l'équipe, c'est un peu ça. C'est regarder ce qu'on peut encore accomplir ensemble. Oui. Ça implique des changements. Ça va être difficile peut-être au début. Après, regarder ce qui va se passer. Puis, et en plus, ben, je présume que tu es quelqu'un qui mesure le changement. Un peu. Ben, il y a un fameux statement, you can only improve what you measure. Et on atteint rarement l'excellence en rien améliorant, en pas changeant, en pas se challenger, en bon franglais, comme je dis. You have to challenge yourself, challenge your team, challenge the status quo. Faut toujours améliorer, à chaque jour. On vise pas la perfection, on vise l'amélioration continue. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une culture ou un processus d'amélioration continue. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque année, on vise d'être un peu mieux, un peu meilleur. Et comment ça? Ben, on se pose des questions.
On a-tu bien fait? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? What's working? What's not working? Et qu'est-ce qu'on va faire en sorte pour que ça fonctionne encore mieux la prochaine fois? Puis à chaque fois, on améliore 1%. Et si on pense à les Atomic Habits, 1% sur 1%, ben c'est compounded return. Quand on prend l'ensemble des PME du Québec, c'est avec ces entreprises-là que tu travailles là, principalement, tu dirais que quel pourcentage de ces entreprises-là qui ont vraiment le goût que ça se produise, c'est-à-dire qui ont vraiment le goût d'atteindre de meilleurs résultats, qui pensent qu'ils sont capables de le faire? Peut-être que c'est les mêmes personnes, là, les mêmes... J'ai pas de chiffre exact. Je pense que tout le monde veut atteindre des résultats. Ils veulent changer, mais il y a beaucoup de peur. Peur envers les efforts. Ils ont peur parce qu'ils sont déjà overloaded, sont déjà en train de travailler 60, 70 heures par semaine. Il y a déjà la contention d'équipe, la pression, le stress, les objectifs, atteindre des résultats. Mais rien n'est facile, il n'y a pas de pilule magique. J'aimerais ça dire que prends cette pilule-là, tout va être mieux. Ce n'est pas vrai. C'est un processus, c'est de l'apprentissage, c'est l'effort et c'est du travail. Mais c'est du travail incroyablement enrichissant quand tu es capable de prendre quelques pas vers l'avant et tu regardes par en arrière, tu dis, regarde le parcours que j'ai fait, regarde les résultats aujourd'hui. Et ça, pour moi, il faut une volonté. Ça part avec la volonté. Il y a beaucoup, je pense, de dirigeants, de DG ou propriétaires, fondateurs de PME dans la grande région de Québec ou au Québec entier qui veulent, mais qui ont réellement peur. Ou des fois qui n'ont même pas la conscience de qu'est-ce qui ne va pas bien dans leur entreprise, ou qu'est-ce qui ne va pas bien dans qu'est-ce qu'ils voient. Et même des fois, ils ne voient pas le forêt des arbres ou l'arbre du forêt. Ils vivent la réalité des opérations. Ils sont tellement opérationnels, ils ne sont pas encore stratégiques. Ils se croient stratèges, mais sont souvent dans le mode tactique. Ils sont juste en exécution. They're just trying to keep their head above water. Fait que l'humain, en général, reste dans sa zone de confort. Fait que l'opérateur dont tu parles, je connais quelques-uns, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont connaissants, ils sont efficaces dans l'opération de tous les jours. Puis là, ce que tu es en train de décrire, c'est réfléchissons un peu, demandons-nous ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. Absolument. Puis ça, c'est déstabilisant. Parce que là, j'ai pas toutes les réponses. Alors que j'ai toutes les réponses dans mon opération quotidienne. C'est non seulement déstabilisant, des fois, c'est difficile à reconnaître nos erreurs ou reconnaître nos faiblesses. Et il faut une ouverture envers d'être réellement vulnérable envers notre équipe, de dire je n'ai pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les compétences qu'on devrait avoir ou qu'on a besoin. On n'est pas nécessaire, je veux pas dire pas bon, mais on pourrait être mieux. Et de se challenger d'être mieux à chaque jour, ça prend une ouverture d'esprit de dire je fonce, nous allons foncer ensemble, puis on va réaliser quelque chose d'incroyable. Mais oui, ça prend de l'effort. Et ça prend, je vais dire quelque chose, je pense les dirigeants, les propriétaires de PME qui sont réellement en train de se poser la question comment je peux améliorer, c'est des visionnaires. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est ma réalité, je ne pourrais rien changer, le marché est tel, mon équipe peut juste faire ça. There's always a better way, réellement. Puis c'est intéressant parce que le gap entre je suis un bon opérateur puis j'ai peur, le mot clé que tu as utilisé, j'ai peur de regarder un petit peu ailleurs parce que je sais que je vais être dans une zone d'inconfort. J'ai l'impression, en tout cas dans les gens que je connais qui sont là, il n'y a pas de manque de talent. Il y a pas, ces gens-là ont la capacité de ce move-là. C'est pas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est... Puis quand j'entends « j'ai pas le temps Ouais. », si j'entends « j'ai pas le temps d'aller mieux ». À 100%. Ça, je trouve ça... J'entends ça souvent. Pénible. On n'a pas le temps pour aller mieux. Ça Puis va bien déjà. Ça va assez bien. Et ça c'est un phrase que j'aille entendre. Ça va assez bien. Définis assez bien. On va parler des chiffres. On va extrapoler un chiffre. On génère 1 million de bénéfices nets. Merveilleux. Mais, mettons, on regarde l'ensemble des actifs. On pourrait générer 1,5 ou 2 avec la même équipe, avec les mêmes outils. Mais posons-nous la question. Ça va bien, ça va assez bien, je ne veux pas te déranger, ça va bien. Je veux pas plus de stress. OK. Si on accepte le statu quo, rien ne va changer. Et si on ne change pas, bien, graduellement avec le temps, on est à risque. Il faut qu'on évolue. Le marché évolue, nos compétiteurs évoluent, les processus, les outils, les meilleures pratiques, tout évolue. Si on n'évolue pas, si on ne se challenge pas,
on est mort. C'est juste une question de temps. Puis est-ce qu'on va être capable de garder les mêmes les meilleurs éléments autour de nous aussi, s'il n'y a pas d'évolution? Tu sais, si on laisse la place un peu plus à nos directeurs, à nos VP, ça crée une zone de développement, une zone de progrès chez ces personnes-là. Tu sais, la question, c'est de demander si je contrôle tout puis que je suis bon dans tout, ou j'essaie d'être bon dans tout, est-ce que je pousse mes gens... Personne n'est bon dans tout. Tout le monde a des opportunités de croissance, de développement personnel et professionnel. Tout le monde a ce que j'appelle des superpowers. Chaque individu a leurs compétences incroyables, leur sauce spéciale, quelque chose qui leur allume, qui leur motive plus que d'autres choses. Et je pense que l'aspect de leadership, quand je parle des DG, des PDG, des directeurs, faut trouver qu'est-ce qui allume chaque individu. Et ça, pour moi, on n'a même pas encore abordé le sujet, mais qu'est-ce qui définit un grand leader? C'est d'avoir cette compétence ou cette habilité de se demander et puis courtoyer nos employés, nos équipes, nous-mêmes, de dire « Wow, qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je veux être meilleur? Comment je peux allumer, motiver mes employés à vouloir plus, travailler mieux, être plus efficace, plus rentable, plus souriant, plus excité? » C'est pas le mot « plus », mais « mieux ». Meilleur, de ne pas accepter et de toujours challenger de manière polie, de manière, qu'est-ce que j'appelle healthy conflict, healthy debate or carefrontation. C'est un bon mot, ça se traduit très mal, le carefrontation, mais c'est un concept de se mettre au défi à chaque jour, mais avec un aspect d'équipe. De challenger chacun, chaque individu, chaque pensée, chaque situation, mais avec une ouverture d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que je pense est important dans l'aspect de leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership pour toi? C'est un grand mot. C'est un grand mot qui... En fait, ma vraie question, c'est quoi un bon leader? Tu as effleuré le sujet, là. Qu'est-ce que c'est un bon leader? Oh, c'est une question piège, ça. Un bon leader. Il y a différents types de leaders, mais je pense qu'à la base, c'est quelqu'un qui œuvre à améliorer le sort de tout le monde dans son équipe, à chaque jour. Oublions les résultats financiers. À la fin du jour, on pense à un leader. Un leader ne peut pas mener l'entreprise toute seule. Un leader ne peut pas atteindre des résultats toute seule. C'est mobiliser ses gens, ses équipes, ses effectifs de manière idéale. C'est-à-dire aller chercher l'engagement de l'équipe. Et ça, c'est pas facile. Ça prend de l'apprentissage, ça prend de l'expérience et des fois... ça prend un coach, un mentor eux-mêmes pour se développer leurs compétences de leadership. Un bon leader, c'est quelqu'un qui, à chaque jour, veut mieux pour son équipe. Et mieux, ça couvre tout. Puis dans ta définition, je sens vraiment l'opposition, la contradiction avec le leader qui fait tout par lui-même, parce qu'il fait peut-être une bonne job pour ses clients, il fait peut-être le mieux qu'il peut pour son entreprise, mais il n'aide pas ces gens à s'élever. Pas suffisamment, en tout cas. Quand on parle d'un leader qui fait tout, des fois, c'est par peur d'erreur dans l'entreprise ou erreur de ses gens, où il veut mieux régler une situation. C'est difficile de, des fois, accepter que des erreurs vont arriver. Puis il faut permettre la chance à tout le monde de son équipe d'apprendre, de faire des erreurs, mais il faut que tu sois là pour les aider à ramasser les petits morceaux de manière positif, collaboratif, de dire ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment on devrait faire? Se questionner, qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois? Et aussi accepter ou reconnaître qu'est-ce que chaque individu ou chaque département ou chaque processus a besoin d'aller mieux. C'est-tu une opportunité de formation, de coaching, de motivation? C'est-tu une discussion, je veux dire plutôt RH? Est-ce que quelqu'un est moins performant qu'avant? C'est-tu une question de compétence ou c'est une question de situation psychologique? Y a-tu une situation à la maison qui impacte l'habilité de bien performer au travail? Il n'a pas bien dormi, il y a un enfant malade, l'auto a cassé le matin, quelque chose qui s'est passé, mais il faut être capable, en étant un leader, un bon leader, de se poser cette question-là et pas juste dire « Ah, les résultats ne sont pas atteints, ça ne fonctionne pas. Trouve quelqu'un d'autre. » Ça, c'est pour moi... c'est un slippery slope. Il faut vraiment avoir une ouverture de devenir plus un leader humain. Et je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont tellement axés sur la performance, les résultats, qui ne prennent pas le temps, le pas de recul, de regarder leur équipe et dire qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin et comment je peux leur donner
le tout, que ce soit émotionnel, que ce soit en outils, en processus, en formation, en soutien émotionnel. Et I really believe leadership is a human. It's a human skill. Il y a beaucoup de leaders qui sont très forts de processus, très forts de compétences professionnelles. Mais l'aspect leadership, c'est un force humain. C'est you're leading people. You're leading humans. Therefore, emotions, thoughts, fear are always in the mix. C'est drôle parce que quand tu dis ça, je vois tout de suite le plan stratégique. Une planification stratégique faite avec des gens, pas faite par une personne, faite avec une équipe, où il y a des discussions, où il y a de l'alignement à travers ça, des contradictions, des doutes, où on inclut ces éléments-là. Comment est-ce que ça se manifeste en pratique d'avoir des gens dans une salle qui arrivent à ensemble s'entendre sur un plan stratégique? Où est-ce que ça accroche quand ça accroche? Puis moi, je vois ça positif. Quand ça accroche lors d'une planification stratégique, je me dis, oh, il y a une vraie discussion qui doit avoir lieu. C'est le fun parce qu'après, on va avoir de la clarté. Okay? C'est ce que je vise quand je participe à une planification stratégique. Comment tu vois ça, toi, en pratique? Ça, c'est un grand sujet. Plan stratégique. Essaye de ramener ça. Ouais. Non, je vais essayer. On saute déjà dans le plan stratégique, mais je pense qu'on devrait prendre un pas de recul. Les entreprises qui veulent œuvrer à mettre en place un plan stratégique devraient plutôt commencer à se poser la question, c'est quoi leur raison d'être? C'est quoi leur valeur d'entreprise? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, leur valeur d'entreprise? Comment aller chercher l'engagement employé? Il y a quelqu'un, quelqu'un dans l'équipe que tu m'as déjà présenté qui a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Culture eats strategy for breakfast. Et c'est primordial de ne pas oublier que réaliser le plan stratégique, c'est pas des chiffres, c'est pas des marchés, c'est pas des produits, c'est l'équipe. L'équipe va réaliser le plan stratégique. So first and foremost, you have to rally the team. Il faut que tu bâtis l'équipe qui va rallier ensemble. Parce que les autres vont affronter tous les défis hebdomadaires, journaliers, à foncer pour atteindre les résultats. Alors, commençons donc par se poser la question qui on est. Et qui on veut devenir aussi. Et qui on veut devenir, et qui on représente, et qu'est-ce qu'on représente. Qu'est-ce qui nous motive? C'est quoi nos valeurs d'entreprise? Alors, on est tous d'accord que c'est quoi le respect pour nous? C'est quoi l'agilité pour nous? C'est quoi on est axé sur la performance, mais qu'est-ce que ça veut dire la performance? C'est pas juste travailler fort, c'est travailler intelligemment, ou c'est de travailler en esprit d'équipe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, esprit d'équipe? Alors, travailler sur les valeurs d'entreprise en amont, ça va vraiment beaucoup définir le plan stratégique. Parce que, premièrement, on va aller chercher l'engagement d'employé. Avec l'engagement d'employé, on définit notre purpose, notre raison d'être. Et après ceci, on peut commencer à vraiment travailler sur la vision stratégique de l'entreprise en termes de chiffres, en croissance, en objectifs d'entreprise. Mais on commence surtout avec l'engagement employé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est ça ma question. On crée de l'engagement, et là... Avec l'engagement employé, les résultats s'en viennent. Peu importe l'objectif, on peut atteindre tout avec un bon engagement employé. Avec une culture forte, avec une équipe bien engagée, il n'y a aucune limite. Je crois réellement à ceci. C'est quoi le plus grand erreur qui est faite lors d'une planification stratégique? Vous allez peut-être pas rire. Oui. Non, il faut absolument en faire. On a une tendance, et je pense que c'est assez bien accepté, que en étant des êtres humains, on sous-estime qu'est-ce qu'on peut réaliser sur le long terme, puis on surestime qu'est-ce qu'on va faire dans le court terme. Et les entreprises, en tant que leader, en tant qu'employé, en tant que dirigeant, on prend tellement sur nos épaules dans le court terme, we call initiative overload. On a tellement de projets en cours, tellement d'initiatives, tellement d'objectifs à atteindre, tout le monde est stressé. C'est toujours go, go, go. Prenons un pas de recul. Et c'est pas une question de ralentir, mais oui, prenons un pas de recul et se demander qu'est-ce qu'on essaie de réaliser. Et je travaille souvent avec des DG sur the power of focus. Le focus. Et je parle de laser focus. La vie de 90 jours, la vie trimestrielle. Parce que quand on parle d'un plan stratégique, oui, un plan 3 ans, 5 ans, 10 ans, faut l'identifier, il faut le communiquer. Mais il faut vraiment avoir un focus sur chaque 90 jours. En 90 jours, on peut réaliser énormément de choses. Mais il faut être crystal clear, il faut être très clair sur qu'est-ce qu'on doit atteindre dans les 90 jours. Puis à chaque trimestre, on définit des objectifs clairs.
pour enligner nos équipes, pour les atteindre, pour les compléter. Il ne faut pas avoir 10, 15, 20 objectifs dans 90 jours, dans 3 mois. Il faut avoir 3, 4, 5 maximum pour les compléter. Il y a beaucoup d'entreprises que je vois qui ont 10, 12, 25 objectifs, mais ils ne les complètent pas. Ils en complètent un ou deux, mais il y en a 5 qui sont à 50% cuits. C'est quoi l'impact à ce moment-là? On manque des résultats, on atteint rarement de plan stratégique. Et si ça arrive, c'est par chance. Puis ici, il se passe quoi chez l'équipe? C'est tellement démotivant. C'est incroyablement démotivant. Quand je dis le power of focus, quand on atteint les résultats, puis on se fixe des objectifs, puis on les atteint, c'est très motivant. Très, très motivant. Puis on commence à bâtir une culture de haute performance. Atteignons les résultats. On fixe des cibles réalistes. On les atteint de manière régulière. Puis à chaque fois, on gagne. On se motive. On va célébrer nos succès. Et avec ceci, ben, l'équipe devient de plus en plus performante. Ils se rallient ensemble. On est capable d'affronter d'autres sujets, puis on se pousse à chaque fois. On se motive à travailler encore plus fort, à atteindre des résultats encore plus incroyables. Et c'est ça, pour moi, l'importance d'une planification stratégique. Et on ne parle pas de long terme, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un an? Qu'est-ce qu'on doit atteindre d'ici un an? Qu'est-ce qu'on doit atteindre d'ici la fin du quart, la fin du trimestre? Et à chaque trimestre, on définit et redéfinit nos objectifs clés, our rocks, our OKRs, mais à chaque trimestre, power focus. Pour moi, ça, c'est primordial. Donc, on révise ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. As-tu une des images qu'on a de la planification stratégique? C'est un gros fichier Excel avec plein d'affaires, avec des tâches, etc. Puis ça va être dur, puis ça va être... Puis depuis tantôt, ce que tu me parles d'humain, tu me parles de motivation, d'accomplissement, de célébrer. On n'est pas dans les... Du tout, là. Moi, j'utilise un outil assez simple. C'est un plan stratégique 2 pages. C'est très simple, recto verso, une page en haut, notre raison d'être. Allez chercher l'engagement puis définir pourquoi on est là. Who we are. What do we represent? Parfait. Deuxièmement, c'est qui nos clients? Où est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quoi notre recette secrète? Déjà là, on est capable de tout s'entendre de c'est où notre terrain de jeu? C'est qui nos opposants? L'équipe inverse, nos compétiteurs? C'est quoi notre but, notre objectif et pourquoi on est là? À partir de là, parfait, là, on peut fixer des objectifs tangibles. On veut atteindre X. On s'en va là dans 10 ans. Merveilleux. Il faut aussi avoir un objectif long terme. Alors, mettons, on va fixer une date 10 ans dans le futur. Fixons-nous un objectif, qu'est-ce que j'appelle un BHAG, a Big, Hairy, Audacious Goal. Quelque chose loin, quelque chose motivant, aspirationnel. Quelque chose que tout le monde peut voir dans le futur. C'est grandiose, c'est motivant, c'est impressionnant. On fixe cette image, cette idée dans le futur. Parfait, on clarifie. À partir de là, on peut très clairement commencer à dissect, on peut découper et voir où est-ce qu'on devrait être d'ici 3 ans, 36 mois. À 3 ans, ça devrait être assez tangible. On est capable de le sentir, on est capable de le goûter, on est capable d'y toucher. On voit que, OK, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Qu'est-ce qu'on devrait avoir l'air? Quelles sont nos capacités, nos effectifs, nos produits, nos compétences? Qu'est-ce qu'on doit avoir d'ici 3 ans pour que le plan 10 ans est réaliste? Alors, si on veut avoir quelconque des bureaux à travers le monde dans 10 ans, bien, ça veut dire, si on est juste au Québec aujourd'hui, dans 3 ans, on devrait être probablement pan-canadien et peut-être avoir une présence dans 1 ou 2, 3 autres pays. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, OK, c'est quoi le plan 1 an? On commence à déchiffrer le plan 3 ans et le définir 12 mois. Et après ça, on découpe le 12 mois en trimestres. C'est très pragmatique. Alors, on commence top-down, then bottom-up. Alors pour moi, tout ça, ça se place sur 2 pages, pas plus. Vous n'avez pas besoin de 25 pages, une analyse approfondie. Vous avez juste besoin d'avoir le power of focus, la vie 90 jours trimestrielle. Toujours enligné sur le plan long terme, mais focus. Thomas, moi je vois plusieurs entreprises qui ont des gros défis avec les meetings. Soit qu'on me dit, je suis toujours en meeting, soit qu'on me dit, mes meetings sont peut-être pas si efficaces. Des VP qui se plaignent qu'ils perdent leur temps, des directeurs, puis quand je fais le calcul, des fois, des heures de meeting, donc de la valeur, du coût, pas de la valeur, mais du coût des meetings, c'est impressionnant, au point où les gens me disent, j'ai de la difficulté à faire mon travail. Okay? C'est quoi la solution meeting? C'est quoi un ou des meetings? Qu'est-ce qu'on a besoin comme structure de meeting pour arriver, avoir un minimum pour arriver à atteindre nos résultats?
Ça, c'est une approche stratégique ou un outil que je travaille fort avec mes clients, que je conseille fortement. C'est une structure de rencontre de leadership qui se lie aussi à les équipes. C'est une structure très simple. C'est une structure de 90 minutes. Et on va parler de ce que j'appelle le 5-star meeting, ou le monde qui connaisse un petit peu le modèle EOS ou BOS 360. Un meeting par mois ou par semaine? C'est un meeting par semaine. OK. Donc, on va parler de modèle, on va parler plus opérationnel. D'accord. À chaque semaine, l'équipe de gestion, l'équipe exécutive devrait se rencontrer 90 minutes. Pas besoin de rencontrer plus souvent que ça. C'est une fois par semaine où on se pose certaines questions dans un ordre très spécifique. Parce qu'il y a un objectif très clair. On commence avec un check-in. Un check-in, c'est un mindset. Il faut faire un tour de table pour se mettre tout dans un bon mindset. Parce qu'effectivement, on a des stress, on a des enjeux, on a des feux opérationnels. Il faut prendre 30 secondes pour prendre un pas de recul puis se demander qu'est-ce qui va bien. Alors, moi, je vous fais un petit tour de table, 30 secondes chaque individu, pas plus. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Y a-t-il une réalisation dans la dernière semaine qu'on veut juste souligner quelque chose qui s'est bien passé, personnel ou professionnel? Tour de table, mindset positif, parce qu'on va toujours plus performer quand on est plutôt positif. Deuxièmement, les objectifs du rencontre, c'est surtout, on est-tu en santé en tant qu'entreprise? Alors, un visuel et un revue des objectifs, les cibles, les KPI. Alors, notre scorecard ou notre tableau de bord, de dire, on est-tu en santé? On a-tu atteint nos objectifs? Que ce soit en production, en vente, en livraison, quelconque, mais de définir des mesurables pour chaque entreprise et de dire, on les a-tu atteints, oui ou non? Si on les atteint, on n'a pas besoin d'en discuter plus que ça. Si on n'a pas atteint le cible, on se pose la question, il y a un enjeu. Parfait. On note l'enjeu, puis on va revenir à ça plus tard dans la rencontre. Mais on continue le flow. On ne veut pas partir à gauche puis à droite dans les discussions, puis après ça, on se perd 35 minutes dans un sujet, puis une discussion. Non, non. On a un enjeu, on n'a pas atteint X de vente. Merveilleux. On le met plus tard, on les note. Troisième chose, les engagements. Les discussions qu'on a eues la semaine passée, c'est-tu compléter les tâches ou les engagements dans lesquels on a décidé en tant qu'équipe qu'on doit réaliser, fait ou pas fait? Pas d'excuses. On est tous des adultes, on est tous des professionnels. On a-tu complété le tâche? On a-tu réalisé l'engagement qu'on s'est commis? Oui ou non? Sinon, on veut pas des excuses, ça nuit à tout le monde. Tout le monde commence à squeezer dans leur chaise. Oh, je l'ai pas fait. Non, non. Pas fait, parfait. Est-ce que ça va être fait? Dans quelle date ça va être fait? Ou as-tu besoin d'aide? Peut-être, je suis overloaded, je suis en voyage d'affaires, je ne pourrais pas le compléter cette semaine. Lève la main autour de la table, on est là en équipe. Quelqu'un d'autre va vous aider à compléter cet engagement ou cette tâche-là. Quatrième chose, nos objectifs stratégiques. On track ou off track. Où en es-tu avec nos objectifs stratégiques, nos projets spéciaux? On est-tu à temps? On est-tu on track pour les compléter d'ici la fin du trimestre? Oui ou non? Et si la réponse est non, on note l'enjeu, on va l'adresser après, quand on va adresser les enjeux. Merveilleux. Vite fait, dernière chose, moi j'appelle ça des highlights. C'est pour renforcer la communication entre équipes. Highlight client ou employé. Y a-t-il un nouveau embauche? Déjà, juste le dire, ah, on a rencontré quelqu'un, on l'a embauché, il commence dans 2 semaines. Ah, on a-tu les équipements, on a-tu les accès, on a-tu communiqué avec l'onboarding, on a-tu parlé avec l'équipe? Troisièmement, y a-tu qu'est-ce que j'appelle un congédiement, ou y a-tu une maladie dans l'entreprise? Ah, telle personne part en congé de maternité. Ah, parfait. Tout le monde est au courant autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait? On va tasser les clients, on va partager les projets avec quelqu'un d'autre. C'est quoi le plan? Alors, ça encourage la communication. Surtout avec les highlights de clients. Il y a un client, ça va pas bien. Parfait. Tout le monde est au courant. Alors, 5 minutes, highlight client-employé. Ça, c'est le 25 minutes, très vite. Il y a 5 sujets qu'on aborde. Rapid fire. Après ça, on parle de 90 minutes. La dernière 60 minutes, on adresse les enjeux d'entreprise. Et c'est là où on se revient à, mettons, les KPI, le fameux tableau de bord. On n'a pas atteint les ventes. Parfait, on se demande la question, pourquoi on n'a pas atteint les ventes? Puis on se demande la question, pourquoi, 2, 3 fois, to get to the root cause. Pour ça, il faut en discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas clôturé cette contrat-là. Pourquoi? On était trop cher. Ah, OK. Pourquoi on était trop cher? On n'était pas compétitif sur les marges, les pièces, on n'avait pas la solution idéale. Mais on se pose la question pour trouver une solution. On pose la question sans arrêt pour trouver une solution. Puis après ça, on a un to-do, on a une action, on a un engagement à faire. Il y a quelque chose à faire pour régler l'enjeu pour que la prochaine fois, ça ne reproduise pas. Même chose, nouveau embauche. On a dit, ah, parfait, on a un nouveau embauche, il y a des actions, il y a des enjeux, il y a quelque chose à faire. Merveilleux, c'est quoi? On en discute. Il faudrait créer les accès. Quelqu'un va préparer le plan d'onboarding.
Tout ça, ça définit des engagements qu'on va réviser la semaine prochaine. Alors, il y a une suite logique. Et je vais summariser encore un meeting effectif de leadership, un meeting hebdomadaire effectif, c'est 90 minutes. 5 minutes, check-in d'équipe. 5 minutes, on révise le tableau de bord. 5 minutes, highlight employé ou client. 5 minutes, où est-ce qu'on en est, statut des objectifs stratégiques d'entreprise. On parle des projets spéciaux. Après ça, c'est 60 minutes, on règle nos enjeux. Ça, c'est le meeting d'opération Oui, hebdomadaire. effectivement. Quel autre type de meeting on devrait avoir au minimum? Un meeting de contrôle financier, une fois par mois. Avec qui? D'habitude, c'est le COO, alors l'opérateur ou l'intégrateur que j'appelle, COO, Ouais. avec le CEO et le contrôleur ou VP Finance. Ou Trois personnes? Deux, trois personnes? 2-3 personnes, pas plus. Pas plus, OK. Pour Pas que ces trois personnes-là sachent au plan financier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui Absolument. pourrait se produire. Et après ça, suite à cette rencontre-là, s'il y a des enjeux, ben, c'est à un des individus dans la rencontre qui va aborder ou adresser la situation avec les différentes divisions, départements et fonctions d'entreprise. 30 minutes, une heure? C'est 2 heures par mois environ. Quand même, par mois. OK, Oui, donc 2 heures par minimum. mois, on essaie de voir le passé, la situation présente puis l'avenir. Absolument. Alors, Un peu. comme je parlais dans la rencontre hebdomadaire, il y a certaines copies ou certaines mesures qu'on regarde à niveau hebdomadaire Mhm. et il y a d'autres mesures qu'on regarde mensuelles. D'accord. Et à définir ceci. Un autre rencontre qui est absolument primordiale dans une entreprise, c'est ce que j'appelle une assemblée générale ou un town hall. Et ça, c'est trimestriel. À chaque trimestre, je prends pas ça pour acquis, c'est absolument mandataire, it's mandatory. Ouais. Obligatoire, tu sais. Obligatoire. Je ne Ouais. dis même pas recommandé, c'est obligatoire de rencontrer ton entreprise au complet à chaque trimestre pour communiquer quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on a appris dans le dernier trimestre, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est quoi nos priorités des prochaines 90 jours, qu'est-ce qu'on doit améliorer en tant qu'équipe, où est-ce qu'on s'en va et renforcer nos valeurs d'entreprise. Alors, c'est de s'assurer que la communication d'entreprise est claire, qui est recommuniquée à chaque 90 jours. C'est important. Vous avez des nouveaux employés, vous avez des anciens employés, il y a du monde qui a manqué dans une rencontre. C'est important que tout le monde est enligné, tout le monde est conscient de where are we going, Mhm. how are we going to get there, what did we do last, what is working and what's not working. C'est quoi l'impact d'un meeting comme ça? Parce que c'est pas toutes les entreprises qui font ça, là. Quel est l'impact que tu vois, toi? L'engagement d'employés, ça explose. C'est hyper positif. Parce que là, après ça, tu as une équipe que tout le monde est mobilisé envers l'objectif stratégique. Tout le monde est mobilisé envers le plan stratégique. Tout le monde parle le même langage. Tout le monde comprend où est-ce qu'on s'en va. Tout le monde est au courant des enjeux. Tout le monde sait sur quoi on œuvre. C'est quoi nos priorités. Ça, pour moi, c'est quand tu commences à mobiliser tous tes gens Ça a envers beaucoup de un valeur. objectif. C'est primordial sur le succès. Quel autre meeting sont-ils nécessaires selon toi? Parce que je vois des gens, meeting sont 6, mais il devrait peut-être être 2 ou 3. Ben, Ça dure des heures. Si on fait la rencontre de 90 minutes stratégique, qu'est-ce que j'appelle un 5-star à chaque semaine, ça élimine la nécessité des autres rencontres. Honnêtement, si vous faites ceci, vous adressez vos enjeux, ben à chaque semaine, vous avez 60 minutes. Je pense qu'entre entre 48 et 52 heures par semaine, par année, en processus d'amélioration continue. Alors déjà, tu travailles sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Ça, c'est important qu'on prenne toujours un pas de recul pour travailler sur l'entreprise et non pas dans les opérations. Si vous faites ça, les autres rencontres, ça va être sur besoin. Si, à travers un enjeu, vous savez que faut qu'on rencontre une autre équipe pour prendre une décision, parfait, c'est un one-off, c'est un ad hoc. Pourquoi on n'est pas assez systématique dans ce type de rencontre-là? Parce que, tu sais, le temps est limité, il y a des urgences. Finalement, ben, on skip un meeting, on le reporte d'une semaine. Tout à coup, hop, il est annulé. Tu connais, c'est des choses que tu vois toi aussi. Puis la corrélation, moi je tripe beaucoup sur la corrélation. La corrélation, là, c'est que quand ça se produit, les résultats ne sont pas atteints. C'est peut-être pas la seule raison, mais ça semble en être une. Je pense que la consistance est incroyablement importante. De bâtir cette habitude à chaque semaine, de regarder les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? On a-tu atteint nos objectifs? Que ce soit financière, production ou quelconque. De se poser des questions. Où est-ce qu'on est sur nos objectifs stratégiques? Où est-ce qu'on en est sur nos enjeux? On règle nos enjeux à chaque semaine. Que ça, on règle 1, 2, 3, 10. Mais à chaque semaine, on s'améliore notre sort. À chaque semaine, on règle des enjeux dans notre entreprise. On n'a pas besoin de 25 réunions dans une semaine. On a besoin d'un. À chaque semaine, on sait que tel jour, à telle heure, on se rencontre, on fait un statut sur
qu'est-ce qui fonctionne dans notre entreprise, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment on s'améliore. Est-ce que, je vais te challenger là-dessus, est-ce qu'une entreprise peut avoir besoin de d'autres meetings satellites autour de ça? Ne serait-ce que des meetings d'information. Là, je ne fais pas référence au temps large dont tu parles, mais tu sais, à un moment donné, il faut, on jase devant une machine à café, puis on dit, tu sais, il se passe telle chose avec l'usine, ça a l'air que, etc. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir un meeting plus ou moins désorganisé où on jase de différentes situations? Comment tu vois ça? Toutes les rencontres devraient avoir un objectif très clair. Moi, j'ai une recommandation que je fais avec les entrepreneurs et les entreprises. Une rencontre qui est planifiée, qui n'a pas d'agenda, qui n'a pas d'objectif très clair. C'est quoi la décision requise? C'est quoi l'objectif? What is the clear decision needed? What is the clear objective for this meeting? J'y vais pas, puis je recommande que personne qui aille. C'est du temps perdu. On n'est pas là pour en jaser, on n'est pas là pour juste get together. C'est quoi l'objectif de cette rencontre et c'est quoi la décision qu'on doit prendre dans la rencontre. Ça, pour moi, c'est primordial. Au moins ça. Idéalement, contexte, un petit peu de préparation, que tout le monde comprend c'est quoi le sujet dans lequel on va aborder, qu'on est prête à discuter puis avoir une solution. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc, un but qui est d'avoir une solution, parce que ce que je vois souvent, c'est, OK, on va parler de... Finalement, on a atteint le but, on en a parlé, mais on n'a pas de solution, donc on va en reparler. C'est un peu le... Une rencontre qui n'a pas d'objectif ne devrait pas avoir lieu. Okay. Une rencontre très simple, desired objective, un agenda. C'est quoi le sujet qu'on va aborder, c'est quoi la décision ou l'objectif très clair de rencontre. Et l'objectif, ça doit être une solution ou une décision. C'est pas juste pour fabuler, discuter, jaser. Ça, fallait avec un café à l'extérieur du bureau, s'il te plaît. C'est autre chose. C'est d'autres choses. Merci beaucoup, Thomas. Ça a été un plaisir. Un vrai plaisir, Marc. Merci.